Un succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission, une émission d'actualité. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la sortie du gouvernement de l'unité nationale, malgré que la guerre persiste encore à l'est de la République. Des discussions à Doha, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que réellement la paix est déjà... Nous sommes sur le chemin de la paix. Bon, la réponse sera donnée ici sur ce plateau avec mes invités qui sont déjà d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Je commencerai avec Moïse. Il est habitué d'abord. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Kapoko. La santé, ça va? Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup. La sortie du gouvernement de l'unité nationale, comment avez-vous trouvé cela? Et c'est un bon gouvernement? Est-ce que ce gouvernement sera en mesure de relever les défis? Déjà, monsieur Kapoko, une rectification. Le président de la République avait bien promis que nous n'allons pas former un gouvernement d'union nationale, mais nous allons rétrécir le gouvernement. Alors, c'est ce que le président de la République... On avait fait l'appel à l'opposition. Mais bien évidemment, là, c'est sans... société civile, des confessions religieuses ont été consultées. Moi, je m'accroche à ce que le président de la République a dit dans le dernier conseil de ministres avant la sortie du gouvernement Souminoadé. Il a dit, nous n'allons pas former le gouvernement d'union nationale, mais nous allons rétrécir le gouvernement. Mais ce que nous voyons, c'est pas du tout tolérable. On était à 54 ministres et là maintenant on est à 53 ministres. Alors moi je me pose la question, où est la démarcation? Où est-ce qu'on a rétréci ce gouvernement? Et moi j'ai du mal à espérer à ce gouvernement parce que c'est comme une voiture en panne. Comment ça? Oui, c'est comme une voiture en panne qui ne fonctionne pas, mais quand même vous décidez de le mettre ou de le placer dans un autre chemin tout en pensant que ça va fonctionner. Non, ça va pas, ça dérange beaucoup. Les mêmes visages qui ont rendu mauvais service à l'État, et ces mêmes visages sont encore revenus dans ce gouvernement soumis à deux. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Et je tiens à féliciter ceux qui sont nouvellement nommés dans ce gouvernement, particulièrement notre ministre de la Jeunesse, dont j'ai un message. Madame la ministre Grace Coutuneau, vous avez une lourde charge. La jeunesse congolaise est dépouillée de sa place centrale du développement de la République démocratique du Congo. Vous avez une grande lutte, celle de ramener la jeunesse congolaise à sa place centrale du développement de notre État. Alors, ne vous hasardez pas à répondre sur des polémiques et des études. Nous n'avons pas besoin. Ce que la jeunesse congolaise attend de vous, c'est votre engagement afin de revenir la jeunesse congolaise dans sa place qu'il faut. Merci beaucoup. Je prends Michel, lui est de l'ULC de Vital Kamerhe. La sortie du gouvernement, il y a eu l'entrée en jeu de votre figure. Pensez-vous que ce gouvernement serait une solution pour les problèmes que nous avons? Merci. Je tiens tout d'abord à saluer mes co-débatteurs ici. Parlant du fait que ce gouvernement peut ou non répondre aux besoins de la population, moi je dirais oui. Parce que d'abord, la personne envers laquelle ces ministres rendent compte, c'est le chef de l'État. Et lorsque le chef de l'État, lui qui a toutes les informations nécessaires, décide, n'est-ce pas, de renouveler sa confiance à certains ministres et certains, il les a permis. En tout cas, allez-y comprendre que
il sait très bien que le peuple attend beaucoup de lui au travers de ses ministres. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il a eu à permettre certains et les autres, il les a maintenus à leur poste. Donc, tout ce que je peux dire en tant que Congolais, nous devons soutenir ces gouvernements, leur souhaiter bonne chance, parce que si on cherche à leur mettre le pot de banane, c'est nous-mêmes qui serons souffrants. Donc, nous sommes dans l'obligation de soutenir, et nous particulièrement en tant que UNC, nous soutenons ce gouvernement parce que nous avons nos représentants. Parce que votre quota a été respecté. Il n'est pas question du quota qui a été respecté, mais le fait que ceux qui sont là, ce sont des bosseurs. Par exemple, l'excellence Molelo Sakombi qui a fait ses preuves à l'affaire foncière avec des réformes qui n'ont jamais existé en la matière. Il y a également l'excellence Boji, il y a également l'excellence Angel Bangassa. Donc, nous espérons que ce gouvernement peut faire quelque chose. Merci beaucoup. Nous devons soutenir le gouvernement. C'est l'UNC qui dit. Alors, Fidèle Choumuna, il est indépendant. Oui. On va trouver cela. Je remercie premièrement pour la carte blanche. Je dirais, ceux qui sont élus au nouveau gouvernement Soumina 2, ce sont des Congolais. Alors, pour mes attentes par rapport au nouveau gouvernement, il faut savoir que il y a un dicton qui dit « Il est beau qu'on les dise et les fait avoir en même temps ». Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous a parlé de rétrécir le gouvernement. On était à 54, maintenant on est à 53. Malgré ça, bon. Premièrement, en tant que Congolais, en tant que jeunes, nous devons soutenir le gouvernement. C'est un gouvernement, bien sûr. La République démocratique du Congo compte plus de 80 millions de la population. Il faut comprendre que on ne peut pas être habitué à revoir le même figure chaque fois. Il n'y a pas ceux-là qui ont signé des contrats d'être ministre à vie. Ils doivent toujours figurer. Alors, il y a des pensées pour ne pas thésauriser des talents. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont là et qui veulent travailler avec des compétences pour rendre service à ce beau pays. Et alors, pour l'instant, nous allons voir et soutenir ceux qui sont là et les féliciter aussi pour leur nomination. Merci. Merci beaucoup. Lui parle aussi du soutien. Est-ce que ça sera la même chose avec François Dadi? Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Honoré. Je remercie, je salue aussi à passant tous les co-débatteurs avec qui nous partageons les mêmes plateaux. Je profite aussi de votre caméra pour saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Gouvernement d'union nationale, moi je ne parle pas plutôt du gouvernement d'union nationale. Je parle du gouvernement Soumina B. Mais qu'est-ce que nous pouvons espérer de ce gouvernement? D'abord, il faut dire que le chef de l'État nous a promis la réduction des trains de vie des institutions. Cette réduction des trains de vie des institutions allait nous conduire à réduire d'abord la taille du gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement même de 34 ministres. Parce qu'il y a certains ministères qui ne pouvaient pas être scindés. Et certains ministères devaient être associés avec d'autres ministères pour faire un seul ministère. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous souhaitons à ce gouvernement, c'est d'abord bonne chance à l'équipe gouvernementale. Je profite aussi de l'occasion pour appeler au bon sens à ceux qui sont nouvellement nommés dans ce nouveau gouvernement. Parce que il y a des figures que nous connaissons, ils sont toujours là depuis qu'ils ont commencé, depuis Kabila, depuis le gouvernement. Ici, moi je suis venu dans votre plateau, je ne parle pas des individus. Ce sont des autorités. Je parle de la République démocratique du Congo. Et sont des dirigeants. Ok, je parle de la République démocratique du Congo qui est notre mère patrie. Ici, il faut saluer aussi le sens patriotique de notre président de la République. Parce que dans ce gouvernement, tout n'est pas rejeté. Vous avez vu avec l'entrée dans cette équipe gouvernementale de certaines nouvelles figures, notamment au ministère de la Jeunesse. Vous avez une dame qui n'est pas membre d'un parti politique, mais qui est devenue ministre de la Jeunesse.
Et nous l'appelons à travailler pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Vous avez aussi au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, vous avez un nouveau ministre qui vient de la société civile. Et donc, nous l'appelons à relever aussi les défis de ces ministères, à travailler, pourquoi pas, dépasser Constant Moutamba. Parce que aujourd'hui, la justice congolaise a été qualifiée de malade par le président de la République. Et donc, lui, quand il vient dans ces ministères, il doit savoir qu'il a affaire à un ministère phare, où il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas voir la justice être rendue au nom du peuple. Donc, nous l'appelons à travailler pour l'intérêt commun de la population. Et nous ne cesserons pas de dire aussi un mot aux autres promus et nous leur souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, Michel. Le gouvernement, on a initié des consultations par les chefs de l'État pour faire entrer l'opposition dans le gouvernement. Mais à la grande surprise, l'opposition n'a pas répondu. L'opposition demande un dialogue inclusif. Comment analysez-vous cette allure où vont les choses réellement? Parce que là, déjà, une rencontre est prévue, mais on n'a pas encore de précision au Sénégal avec d'autres figures de l'opposition. Merci, mais je pense que d'abord ici, il faudrait préciser certaines choses. Selon notre constitution, c'est la majorité qui forme le gouvernement. Donc, le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. Si le chef de l'État fait appel à tout le monde, voilà pourquoi il avait dit que ce serait un gouvernement d'ouverture. Ça n'a pas été... en fait, il n'a pas parlé d'un nouveau gouvernement. C'est un gouvernement d'ouverture. Et je veux vous préciser que l'opposition est bien sûr représentée. Adolphe Muzito, qui est actuellement vice-premier ministre en charge du budget, c'est un opposant. Il n'est pas de l'union sacrée. Comment dire que l'opposition n'est pas... Martin Fayoulou qui a été récit. En fait, je ne pense pas que l'opposition appartienne à quelqu'un. L'opposition n'appartient pas à une personne. L'opposition, également, elle doit s'organiser pour faire valoir en fait, sa voix. Toutefois, elle est représentée, bien sûr, dans ce gouvernement avec Muzito. Ne pensez pas que nous, en tant que majorité, on doit donner 3-4 postes à l'opposition. Pour quel objectif, en fait? Déjà, nous, à l'Union sacrée, nous sommes combien de partis? Mais quand même, il faut savoir que l'opposition, bien sûr, a été représentée. Vous avez parlé d'une réunion où tous on a lu ça sur les réseaux sociaux. Bon. Moi, je qualifie ça d'une messe noire contre la République. Toutefois, nous devons... Mais quand même, ils sont droits. Quand tout ils ont tout le droit de se réunir. Mais déjà, quand vous voyez que dans la même opposition, il y a d'autres qui déclinent l'invitation, sentez déjà qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je parle d'une messe noire. Parce que il y a dans cette opposition-là certains qui ne se sont jamais prononcés sur les questions sécuritaires, mais quand même, ils vont participer dans une réunion pour, je ne sais pas si c'est un conclave ou quoi, mais bon, on verra bien où elle se tiendra exactement au Sénégal et c'est que cela va ressortir. Moïse, est-ce que l'opposition congolaise se porte bien? Bon, déjà, vous devez comprendre que il y a certaines personnes qui se disent opposants, mais qui sont dépouillées du caractère d'un opposant. Alors, mon co-débatteur vient de citer Muzito, qui est actuellement dans ce gouvernement. Qui était d'ailleurs déjà sous le pouvoir. Sous Miradé. Mais je peux vous rassurer que Muzito n'était pas opposant. Quand on parle d'un opposant, nous devons se rendre compte du vrai sens du mot de l'opposition. C'est une personne qui s'engage, qui mène des actions de l'opposition. Mais Adolphe Muzito, je peux vous poser la question de me montrer une seule action que Muzito a posée qui démontre que réellement il est opposant. Non.
Ce sont des aventures. Personnellement, excusez-moi pour le terme, ce sont des aventures. Parce que nous, là, on était en train de s'attendre à un gouvernement qui va répondre aux attentes du peuple. Mais ce n'est pas le cas. Un Congolais, un patriote qui a le souci de son État doit réfléchir, pousser sa réflexion et émettre des critiques positives sur ce gouvernement qui est en place. Ça ne va pas. Comment on peut, dans un État pauvre comme la République démocratique du Congo, avoir 53 ministres? Avec quelle rémunération? Avec ces peuples qui souffrent? Non, nous devons être sérieux. Nous ne pouvons pas être animés par les sentiments politiques. Je suis d'un tel parti, je pars chez tel, il me donne quelque chose, et puis je passe à la télé en train de soutenir ce qui est à la contre de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, c'est tout Congolais. Alors il faut voir les soucis de ce peuple. Il faut voir les soucis de ce peuple. On ne peut pas continuer comme ça. Si le Congolais, en particulier la jeunesse congolaise, est là en train d'être animé par le suivisme politique, nous n'allons pas arriver à un État en voie de développement ou à un État développé. C'est un problème. Nous devons être conscients et émettre des critiques sur ce qui n'est pas vrai. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le président de la République, il a nommé ses ministres dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Alors, il a le pouvoir à tout moment de changer les choses. Il est là, il suit, il regarde tout ce qui se passe. Il est en train de suivre toutes les critiques. Alors, il a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Il peut changer les choses. Il peut changer les choses et se conformer aux attentes du peuple. C'est ce que nous attendons de lui. Merci beaucoup. Fidèle, l'opposition demande un dialogue inclusif. Est-ce que c'est une solution aux vrais problèmes de la République? Bon, premièrement, nous devons comprendre c'est quoi un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif, c'est une discussion entre les forces politiques ainsi que tous les autres partis qui consistent à créer ce qu'on appelle la population. Et alors, il faut comprendre que, comme s'il faut rejoindre la dite parole de mon co-débatteur, il faut comprendre que même l'opposition est représentée dans ce nouveau gouvernement. Avec deux ou trois membres. Bien sûr. Et s'il faut appuyer la pensée de l'autre, nous devons comprendre qu'il faut que les intérêts du peuple priment sur les ambitions personnelles, surtout pour des hommes politiques. Moi, je dirais, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas gérés par des hommes d'État, mais des hommes politiques. Qui laissent la différence de voir qu'un homme d'État est celui qui pense aux générations futures, tandis qu'un homme politique, c'est celui qui pense aux prochaines élections. Alors, en ces termes, je veux dire, nous ne pouvons pas se soucier du poste. Le pays, la RDC, c'est notre patrie. Alors, le grand souci, c'est son évolution. Il faut comprendre la situation que traverse la République démocratique du Congo à ces instants. La crise de sécurité et tout en sort. Alors, aujourd'hui, le vrai problème n'est pas celui du gouvernement. Le vrai problème, c'est le travail. Nous devons insister en tant que Congolais que ce gouvernement travaille à la norme pour l'intérêt du peuple. Ce qui nous intéresse, c'est le peuple. Merci. Merci. François Diaby. J'essaie de bien prononcer cette fois-ci. Je pense que aujourd'hui, on parle de dialogue. L'opposition demande un dialogue inclusif. Mais le pouvoir a imposé son gouvernement. Comment vous trouvez cela? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je disais tantôt qu'on ne peut pas parler du dialogue
parce qu'on a besoin du pouvoir. On ne peut pas parler du dialogue parce qu'on n'a pas été nommé ministre. On ne peut pas parler du dialogue parce qu'on n'a pas été mandataire quelque part. On parle du dialogue pour trouver des solutions réelles aux problèmes du peuple. Parce que ici, ce qui doit primer, ce n'est pas les intérêts personnels, mais c'est l'intérêt collectif. Nous n'avons que ces pays ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, le chef de l'État a affaire à deux oppositions, deux branches de l'opposition. Vous avez une opposition non armée et vous avez une opposition armée. Et donc, aller au dialogue veut dire qu'on va associer toutes les deux branches de l'opposition, et l'opposition armée et l'opposition non armée. Mais aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est de trouver d'abord la solution. Mais d'abord, on va trouver la solution si on ne parle pas avec tous ces gens, connaissant que la guerre termine toujours par des négociations. Merci beaucoup. Je crois que si on va aller dans cette allure-là, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes attaqué ou on vous a ravi votre stylo, vous allez aller faire former un groupe de rebelles pour venir parce que vous savez que la solution ou la conclusion, c'est le dialogue. Non, on ne peut pas. Ce qui doit primer d'abord, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, si on peut prendre tous ces gens-là... Mais c'est on n'est pas oublié qu'il y a des négociations entre les gouvernements congolais bien sûr, et les rebelles il y a des négociations, bien sûr. Je n'en disconviens pas. Et je ne suis pas contre ces négociations. Mais ici, le vrai problème aujourd'hui, c'est d'abord la vie sociale de la population. Il faut d'abord voir cette question. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Honoré, vous êtes ici à Kinshasa, mais une ville comme la nôtre, vous avez un problème d'électricité. Mais nous sommes un pays capable d'exporter même notre électricité. Mais nous avons un problème d'électricité. Il n'y a pas longtemps, pas bien que, il n'y a pas quelques minutes, nous venons de connaître ces problèmes ici dans votre chaîne. Vous avez aussi un problème d'eau potable. Mais vous avez des gens qui veulent s'accaparer du pouvoir pour aller au dialogue. Soumi n'a pas apporté de l'eau, il a apporté de l'électricité, pensez-vous seulement avec Soumi 2, puis bien sûr, je parlais de un qui n'avait pas rien, qui n'avait pas vraiment répondu aux attentes de la population, et Soumi 2 pourrait faire quelque chose. On observe qu'il y a toujours les mêmes personnes, les Sakoumbi, il y a bon, presque tout le monde, permettez justement. Voilà. Je pense que dans cette équipe gouvernementale, il y a des gens qui sont capables de faire quelque chose. Il y a les autres aussi qui peuvent aussi relever les défis quelque part. Notamment lorsque vous avez parlé, moi ici dans votre plateau, je ne vais pas faire des débats sur les individus. Mais nous connaissons que ce monsieur que vous avez cité, il a quand même fait preuve du patriotisme lorsqu'il a été quelque part au ministère des Affaires foncières. Il a quand même apporté quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, vous avez au ministère des Ressources hydrauliques et électricité un ministre. Mais réellement, que fait ce ministre? Vous avez par exemple le ministre de l'économie nationale. Vous avez le ministre de l'économie numérique. Mais ces ministères-là, que font-ils? Quel est le rôle réel du ministère de l'économie numérique dans un pays qui n'est pas encore numérisé, la RDC? Alors qu'il y a un problème. Avec le ministère du Transport, par exemple, prenez quand vous quittez de votre chaîne de télévision ici pour aller vers le Kinkole. Mais il y a des embouteillages. D'abord, monsieur l'embouteillage, il commence d'abord au niveau du quartier. Et aujourd'hui, comme c'est samedi, il a déménagé. Maintenant, il est à terre jaune. Mais on n'arrive pas à trouver la solution à ces problèmes-là. Ce qu'on veut maintenant, c'est du dialogue pour les dialogues. Pour ces opposants-là. Ce qui les intéresse, c'est les dialogues, les partages du pouvoir. Non. Ici, je voudrais dire que la constitution congolaise a dépouillé le président de la République de presque tous les pouvoirs. C'est pourquoi vous allez voir que dans notre pays... Ça, c'est selon vous. Selon moi, et c'est la constitution. Non, c'est la constitution. Notre constitution a dépouillé le président de la République de presque tous les pouvoirs. Mais aujourd'hui, il est le seul responsable politiquement devant les peuples. Par exemple, lorsqu'il passe, on dit, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de l'eau. Mais en réalité,
c'est lui qui devait répondre par rapport à toutes ces questions, à tous ces problèmes. C'est le Premier ministre. C'est la Première ministre, à l'occurrence, Madame Judith Suminwa. Mais elle a composé sa première équipe gouvernementale, mais aujourd'hui, elle vient de recomposer la nouvelle équipe avec les mêmes figures qui travaille dans la vision du chef de l'État. Elle travaille dans la vision du chef de l'État, bien sûr, mais elle a aussi la capacité de proposer au chef de l'État une équipe capable de relever le défi, de répondre aux attentes de la population. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nommer parce que vous êtes à fond de tel, votre père n'a pas été nommé, votre père a été tel, et qu'aujourd'hui, on doit vous donner quelque chose, on doit vous récompenser. Non, il faut nommer les gens sur base de la méritocratie. On ne nomme pas les gens sur base des appartenances tribalo-ethniques, sur base des appartenances politiques, mais on nomme les gens dans ces pays, même les gens avec qui nous partageons le même plateau, mais il y a des têtes dans ces pays qui peuvent relever le défi. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués à revoir les mêmes figures, ces vieux papas qui n'ont rien fait, mais qui viennent pour consolider les acquis de la médiocrité. Donc aujourd'hui, il est question pour les chefs de l'État de revoir sa façon de nommer. Qu'il a innocenté, c'est... Tu viens de l'innocenter encore. Je ne l'innocente pas, mais je suis en train de dire que la population attend de lui un grand changement. C'est à lui maintenant de voir, lorsqu'il procède à la nomination, qui il peut nommer et qui il ne peut pas nommer. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Parce qu'il vient de tel ou tel autre parti politique, non? Merci beaucoup. Il y a des gens de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ministre, il y a eu des permutations, si nous parlons du gouvernement, il y a eu des permutations. Vous allez voir que certains ministres qui n'ont pas vraiment apporté quelque chose sont envoyés, donc, envoyés dans d'autres ministères. Par exemple, ils sont nombreux, qui parfois la population pensait qu'ils devraient partir, mais ils sont encore là. Comment nous pouvons voir cela en tant que patriotes congolais et aussi jeunes qui pensent un jour être nommé ministre? Bon, monsieur Noré, en tout cas, bien avant d'aborder, de répondre à votre préoccupation, j'aimerais d'abord dire à mon co-débatteur ici en face de moi, de me dire quelle disposition de la Constitution qui dépouille le président de la République de son pouvoir. Donc c'est pour cela quand vous venez au plateau, il faut être bien outillé, parce que dans certains jours, vous pouvez évoquer et qui peut déranger les autres. Voilà. Dans ce gouvernement, ce qui me fait très mal, c'est le cas de permutation. Je prends l'exemple du ministère de la Jeunesse. La dame qui était là, être permuté pour aller au ministère des Affaires étrangères. Mais ça fait très mal. Déjà, dans le ministère d'absence de Madame Makaïkwamba, c'est elle qui représente la République. Mais ça fait très mal. Déjà, en tant que titulaire du ministère de la Jeunesse, elle n'a rien accompli. Aucune action. 0 sur 0. Et puis une telle personne, on la ramène au ministère des Affaires étrangères. Un ministère qui relève beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Il y a certaines personnes jusque-là qui n'ont pas de passeport, mais ils ont versé l'argent. Mais dans un tel ministère, vous ramenez une personne qui n'a pas pu remplir ses tâches au ministère de la Jeunesse qui a échoué totalement. Et vous la ramenez là-bas au ministère des Affaires étrangères. Quelle grosse erreur. Parce qu'il était communicateur de grâce. C'est pour cela que je dis, ça fait très mal. Ça fait très mal. En tout cas, le président de la République doit veiller sur ça. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire les choses, parce que de voir Madame Grace Coutinho, qui n'est même pas politique, intégrée dans ce gouvernement, ça prouve que c'est une personne qui a envie de suivre les jeunes engagés. Malgré qu'elle a un problème de CV. Non, là c'est pas notre problème. Qu'elle fait ses études ou pas, notre problème, c'est l'engagement. Ça ne vous fait pas mal. C'est ce que tu te dis, peut-être à Yukil, il y a beaucoup de Congolais qui font des grandes universités, peut-être ici à Kinshasa,
l'INC et tout ça. Mais vous voyez une personne qui vient de nulle part, n'a pas étudié, on les place. Ça ne vous dérange pas? Mais sur ce point, vous devez Tant que vous avez des diplômes de licence, des masters dans la maison, vous n'êtes pas nommé, mais vous voyez une personne qui n'a pas même un CV, mais quand même nommé. Mais vous devez et ça vous fait la joie. Vous devez comprendre que le diplôme n'octroie pas la compétence. Vous pouvez être intelligent, mais vous ne savez pas comment faire les choses. La politique, c'est autre chose. Quand la politique est des mandarapés autour. Mais bien évidemment, c'est que ça demande, bien sûr, c'est l'intelligence, mais une intelligence substantielle qui ne résume pas à ce que nous apprenons dans le banc universitaire. Non. Donc, c'est une intelligence très substantielle même, parce que ça demande de l'engagement. Vous devez d'abord, premièrement, être engagé. Vous devez mettre votre tête, réfléchir sur des actions qui peuvent amener l'épanouissement de votre ministère. Alors, on ne peut pas donner à n'importe qui. Merci beaucoup. Michel, est-ce que c'était important d'apporter certains ministères comme les ministres de l'économie numérique, nous apporter les ministres peut-être près, les ministères de la Défense, apporter des ministères comme... bon, il y a près. Ils ont appelé la carte à un ministère. Tu ne vois pas que dans la composition, il y a eu des erreurs? Je ne pense pas personnellement qu'il y ait eu des erreurs. Comme je l'ai dit tantôt, le chef de l'État est le mieux informé de ce pays. Mais d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose, soit mettre un petit point. Je me retrouve sur ces plateaux avec les centres du changement de la Constitution apparemment et également d'autres qui veulent devenir des communicateurs de nouveaux ministres. Donc c'est juste un fait. Mais parlant de ce qui a été comme la composition de ce gouvernement souverain, j'estime que le chef de l'État, lui qui a toutes les informations, a trouvé nécessaire de créer même d'autres ministères plutôt qui n'existaient pas avant. Par exemple, le ministère délégué au ministère de l'urbanisme chargé de la politique de la ville, c'est un ministère très important. C'est un ministère en fait qui, lorsque vous appliquez très bien, vous verrez que en tout cas, il va beaucoup rapporter au pays en ce qui concerne la politique des villes. Vous savez, par exemple, les constructions ici à Kinshasa et autres, il n'y a pas que le ministère de l'urbanisme qui doit travailler là-dessus. Le ministère de la politique de la ville doit imprimer en fait une nouvelle recette. Connaissant que nous avons déjà un gouverneur qui a tout un gouvernement aussi qui travaille déjà au niveau provincial. En fait, ce qu'il faut savoir qu'il y a un gouvernement national et le gouvernement provincial. Le gouvernement national, lui, gère toute la nation. Il intervient même dans les questions de province. C'est là il faudrait, en tout cas, très bien savoir. Mais je voudrais encore une fois placer un mot sur le dialogue. J'ai entendu mon co-débatteur dire ici qu'il ne faut pas dialoguer seulement pour dialoguer. Bien sûr, ce qu'il faut savoir est que d'abord, le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Mais je suis étonné encore une fois que mon co-débatteur dise qu'il y a l'opposition armée. Je ne pense pas qu'il y ait une opposition armée. L'opposition armée n'existait pas, mais il y a une rébellion soutenue par un pays voisin. Il n'y a pas d'opposition armée. Il y a une seule opposition et l'autre que vous qualifiez d'opposition armée n'est qu'une rébellion soutenue bien sûr par le Rwanda et le multinational. Donc le dialogue en soi n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes en tout cas favorables qu'il y ait un dialogue. Toutefois, il faudrait savoir définir les termes. Mettre tout le monde là sur la table, les gens qui ont tué plus de 10 000 personnes. Les gens qui ont tué plus de 10 000 personnes, je me réserve ici
Mais parce que quand nous parlons du dialogue, on verra Nangawa à la table, on verra Missimo à la table, on verra... Ils sont plusieurs. Bon, je ne sais pas si vous ne voulez pas qu'il y ait la paix en RDC, que le gouvernement reprenne le contrôle total de tous les territoires. Mais est-ce que pour récupérer les territoires, il faut seulement dialoguer? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, dans tous les États du monde, il y a toujours des courants. Il y a ceux qui veulent le dialogue et ceux qui veulent la guerre. Nous, par exemple, chez nous, à l'INC, notre leader, en 2022 déjà, avait proposé un dialogue entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda pour résoudre la crise sécuritaire. Au moins, je salue l'action gouvernementale parce que c'est sur ces schémas que le gouvernement est revenu pour trouver la solution à ces problèmes. Mais ici, je voudrais encore rappeler que il est important de ce que le président Kamara avait proposé, de mettre tout en pratique parce que l'insécurité n'est pas qu'au nord et Kivu. Il y a également à l'Ituri. Il y a quelques temps ici à Komanda, on a tué les gens, je dirais une centaine comme ça. D'où c'était important. C'est cette proposition qu'on appelait Lady Cyclone. Donc il faudrait qu'on parle RDC, Rwanda, Ouganda. Déjà, dans cet aspect, je salue l'accord signé entre la RDC et le Rwanda, qui est une ouverture, un balisage des terrains. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas vraiment l'impact sur les terrains. Impact sur les terrains dans quel sens? Nous avons signé un accord, il y a des échéances. Il y a des échéances pour telle chose, si vous voyez bien le contenu de l'accord en fait. Donc c'est important qu'on puisse dialoguer, ce n'est pas une mauvaise chose, et qu'on évite de stigmatiser certaines personnes par rapport à ce qui concerne les dialogues. Merci beaucoup. Fidèle, vous avez suivi tous les trois co-débatteurs, votre analyse. Parfaitement. D'abord, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et que le gouvernement de l'unité nationale veut montrer une image d'unité. Une image d'unité, non, certains se sont exclus. Alors, il y a une seule opposition. Moi, je dirais, cette opposition est représentée. Par qui? Adolphe Muzito. C'est lui le chef de file. Pas chef, mais il fait partie de l'opposition. Alors, il est représenté, c'est un membre de l'opposition. Ce qu'il nous faut, c'est l'unité. Quand on parle du gouvernement de l'unité nationale, ça veut dire que tous les membres sont représentés. Même si c'était 0,5 de l'opposition qui était là, alors c'est un gouvernement de l'unité. Sans toucher les grands de l'opposition, en tant autres, les musiciens, il faut comprendre que l'opposition n'appartient à personne. L'opposition n'appartient à personne. Il faut comprendre la majorité a aussi le pouvoir de faire n'importe qui opposant. Non. Opposant, vous savez, c'est lui qui fait des actions sur le terrain. Muzito, depuis lors, je peux dire depuis 2018, il est inactif sur le terrain. Inactif. Mais vous êtes au moins conscient qu'il est de l'opposition. Il n'a jamais été pour le pouvoir. Ça, on est tous d'accord. Et alors, vu qu'ils sont représentés, il y a l'opposition, il y a la classe sociale et tout, il faut comprendre que c'est maintenant ce qu'on appelle le gouvernement d'unité. C'est parce qu'on est unis. Alors, par là, je vais éclaircir quelque chose. Il ne faut pas confondre ceux qui luttent pour avoir le pouvoir avec ceux qui essayent de dialoguer pour chercher le pouvoir. Le dialogue, moi d'ailleurs je ne l'appellerai pas dialogue, je dirais la lutte pour le partage des pouvoirs équitables. Adolphe Muzito est là, pour moi je dirais l'opposition tout entière devrait être derrière lui. Donc, pour ce gouvernement, je souhaite que nous, en tant que peuple congolais, surtout la jeunesse congolaise, nous devons être tous unis et soutenir ce gouvernement. Une fois qu'une personne, on sent qu'il est incapable, nous devons tous descendre sur le terrain
et demander sa démission. Il faut comprendre que nous sommes dans un État démocrate. Alors, la démocratie en soi, s'il faut voir le sens de la démocratie, c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Alors, si la majorité constate que le monsieur tel ne travaille pas bien, alors il doit partir. Mais nous tous, nous devons être unis pour soutenir ce gouvernement et faire avancer le pays. Merci. Merci. François, on a vu que la population congolaise attendait un gouvernement qui devrait apporter des solutions. Mais il y a des discussions qui se font au niveau des lois. De l'autre côté, la RDC a signé un accord de paix avec le Rwanda. On ne sait pas comment se retrouver. Ces discussions qui se déroulent actuellement à Doha, ce n'est pas une façon aussi d'innocenter Rwanda qui parfois parle des problèmes des Congolais, ce sont des Congolais entre eux-mêmes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois qu'il faut qu'on se dise un peu la vérité dans votre plateau de télévision. J'ai compris certains de nos co-débatteurs me dire que le président de la République, je voulais commencer par là, n'est pas dépouillé de son pouvoir. Prenez avec moi l'article 86 de la Constitution. Vous allez comprendre, par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée à Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est là conformément aux articles 143 de la Constitution. Vous comprenez que pour le président de la République, pourquoi je dis qu'il est dépouillé de tout ce pouvoir? Pour faire quelque chose, il doit d'abord avoir l'autorisation, soit de l'Assemblée nationale, soit du Sénat. Et c'est ça qui lui dépouille le nom de tout ce pouvoir, parce que en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que le représentant direct de la population, il peut déclarer la guerre sans pour autant avoir l'avis de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc, mes amis doivent comprendre que la Constitution congolaise a dépouillé le président de la République de presque tout le pouvoir. Et maintenant, parce que vous parlez de la discussion de Doha et vous parlez aussi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Moi, je ne peux que saluer d'abord ces deux éléments parce que c'est pour une paix durable. Mais qu'est-ce que je peux dire? La discussion de Doha et l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ne peut pas bloquer le fonctionnement régulier des institutions. C'est pourquoi ici, j'en appelle encore une fois de plus, au sens élevé du patriotisme de tous ceux-là qui sont nommés ministres, ministres délégués, vice-ministres, de prendre leurs responsabilités. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un gouvernement pour un temps, ça ne doit plus, parce qu'il y a des discussions des gens qui sont au cours. Si ça aboutissait. En tout cas, c'est le président de la République qui connaît. Nous, en tant que peuple, nous savons. On va faire à tout le monde. Moi, je ne vois pas que ces gouvernements. Sans toucher les vrais problèmes de la population, commencer à satisfaire les gens à chaque moment. Je ne vois pas que ici, nous devons faire le culte des personnalités. Ici, nous ne venons pas pour parler des individus. Ici, nous parlons République. Nous parlons République. Et donc, l'accord de Doha, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ne peuvent pas bloquer le fonctionnement des institutions. Donc ici, vous avez par exemple certains ministères qui sont budgétivores, qui n'ont aucune importance. Par exemple, lorsque vous prenez, je l'ai parlé tantôt, le ministère de l'économie numérique. Vous avez le ministère de l'économie nationale. Vous avez encore le ministère des Affaires étrangères. Merci, vous avez déjà parlé de ça. Vous avez déjà parlé de ça. Merci de m'avoir arraché la parole. Merci. Vous êtes, Moïse, êtes-vous satisfait de la réponse des filles François? En tout cas, ça fait très mal. Et je répète encore, quand vous venez sur un plateau,
faut être bien outillé. Ok, faut être bien outillé. Et puis encore, faut pas vouloir interpréter la Constitution par des sentiments qui vous animent. Non, le fait pour le président de la République, pour déclarer la guerre, d'avoir l'avis conforme du Conseil supérieur de la défense, n'est pas synonyme de le dépouiller de son pouvoir. Non. Non, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que je vous prierai de bien relire la disposition et amener beaucoup d'analyses afin que vous puissiez mieux comprendre sur ce qui veut dire dépouiller une personne de son pouvoir. Oui. Alors, quant à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dont le processus se déroule à Doha, vous devez comprendre, nous sommes sur le plan diplomatique et cet accord vise la paix au sein de la République démocratique du Congo. Et je ne pense pas qu'il y a des effets négatifs qui peuvent entraîner au sein de la République démocratique du Congo. Mais au moins, j'aimerais revenir sur le dialogue. Quand vous parlez... Chité, vous avez une idée. Voilà. Quand vous parlez de dialogue, vous avez bien cité l'opposition armée et non armée. Moi, je me demande quelle résolution qui va sortir de ces dialogues. Parce que nous avons ce que vous qualifiez de l'opposition armée. À cause de biens personnels, les personnes se sont décidées d'aller former un groupe de rebelles pour combattre son propre État. Et vous le qualifiez de l'opposition armée. Et vous là, c'est que ce genre de personnes viennent intégrer dans ce dialogue. Je me demande, vous voulez qu'on puisse avoir quelle résolution? Est-ce que cette résolution va répondre aux attentes du peuple? Ça ne serait pas des intérêts privés. C'est ça le problème. Alors, je ne vois pas l'importance de ce dialogue. Ce qui est vrai, le président de la République doit tabler sur les aléas étatiques, former un gouvernement aux attentes du peuple et enfin de trouver des thérapies. Merci beaucoup. Nous sommes en train de citer déjà. Michel, votre réunion. Merci encore une fois pour la parole. J'aimerais quand même nous interpeller sur ces plateaux, pour dire que nous sommes jeunes. Ce que nous disons, nous devons faire au moins la différence avec d'autres personnes. Nous devons, les gens nous suivent à la maison, ne cherchons pas souvent à induire les gens en erreur, en fait. Par exemple, le fait de dire que le dialogue serait une mauvaise chose, en tout cas, je qualifierais cela de très grave quand même, parce que la résolution des conflits... Non, mais c'est ça, ça a lecture. Je ne suis pas contre, bien sûr, mais il faut savoir que au stade où nous sommes, il est important qu'on puisse dialoguer. Déjà, c'est ce qui s'est fait, notamment à Doha, c'est ce qui s'est fait aux États-Unis. Moi, déjà, j'encourage le gouvernement, en tout cas, à appliquer les disciplines en entièreté, en tout cas. Merci. Parce que c'est ce que le peuple attend. Le peuple a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix à Goma, nous avons besoin de la paix à Bunia, nous avons besoin de la paix à Bukavu, à Massissi, au Mangabo, et un peu partout. Merci beaucoup. Je dirais, le nouveau gouvernement doit agir avec responsabilité et courage pour établir la paix et la confiance nationale. François? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je profite de votre plateau pour dire que nous appelons d'abord à l'équipe gouvernementale de travailler pour l'intérêt du peuple congolais, de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et de ne pas voir les intérêts personnels. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, moi je lance juste
un message au président de la République. Cette fois-ci, au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'agir dans son pouvoir discrétionnaire et de bien tabler sur ce gouvernement soumis et voir les attentes du peuple. C'est par ici que nous mettons point final à cette grande émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ciao.